Dans ma dernière vidéo, je vais tirer une incitation artistique. Je ne me suis pas plus attardé sur l'analyse, mais dans cette vidéo-là, je vais te montrer de l'analyse complète. Grand écart, comment créer un projet en 2 dimensions qui ne respecterait pas les codes de la représentation du réel. Alors là, comme ça, il n'y a pas forcément d'inspiration qui viennent, mais justement, il y a des étapes à respecter pour bien s'en sortir. Étape 1, il faut comprendre l'incitation. On lit et relit l'incitation à voix haute, on note les mots-clés et images mentales qui viennent, et on essaie de décortiquer tout ça. Bon, là, je décortique le sujet, mais c'est illisible sur mon tableau, alors on va faire plus clair. Comment créer un projet en 2 dimensions qui ne respecterait pas les codes de la représentation du réel? Créer, c'est quoi créer? Créer, c'est donner l'existence. Un projet en 2 dimensions. La 2 dimensions, c'est quoi? C'est quelque chose de plat. Il n'y a pas de volume. C'est plat. Ça, c'est important à prendre compte. Ça peut pas être une sculpture, par exemple. Qui ne respecterait pas. Ne pas respecter, c'est quoi? Ça veut dire transgresser les règles. Ne pas respecter la chose. Les codes de la représentation du réel. Bah déjà, ça veut dire qu'il y a des codes, donc des trucs à respecter. Et la représentation. Qu'est-ce que c'est la représentation? Représenter, c'est faire référence à quelque chose. Et là, du réel, ça sous-entend que ça existe. Donc, on représente quelque chose qui existe. Et donc, il y a des codes qui sont là pour dicter comment représenter ce qui existe. Et justement, c'est quoi ces codes? Alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti décortiquer c'était quoi les codes de la représentation du réel. Alors, les grands codes, ça va être le mimésis, la vraisemblance, la cohérence interne et l'illusion référentielle. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On va le voir ensemble. Alors, la mimésis, c'est imiter le réel, faire une copie. Ici, j'ai mis une sculpture de Dwayne Johnson qui montre une femme qui est représentée à la table, en train de manger, etc. C'est super réaliste, on s'y croirait. Le spectateur est troublé, est-ce une œuvre ou une personne? Et là, c'est vraiment voilà, poussé à l'extrême. Ici, on va vraiment chercher à troubler le spectateur. Est-ce une œuvre ou une personne? Il faut qu'il y ait un doute. Si on zoome un peu sur l'image, on va vraiment voir des détails avec du 7-Up, avec un plat en train d'être mangé, là c'est de la glace. On voit que ici c'est entamé, il y a la cuillère dedans, il y a des petites gouttes qui sont tombées. On est vraiment parti dans le détail. Bon, ça se ressent que c'est pas en 2025, mais il y a vraiment des détails qui ont été faits. Ici on voit la marque, on voit les petites chaussures, on voit les chaussettes. Là on veut vraiment troubler le spectateur. À côté on va voir la vraisemblance. Vraisemblance, c'est montrer les choses qui sont crédibles. Ça ressemble un petit peu ici au mimésisme, sauf que là dans la vraisemblance, le spectateur il est au courant que c'est une œuvre. Là cette sculpture là que j'ai mis de Tracey Emin, elle est dans un musée, donc forcément on se doute que c'est faux. Mais il va chercher à représenter ce qu'on vit dans la vie de tous les jours. Donc voilà, la vraisemblance, c'est vraiment être conforme à ce que le spectateur connaît du monde. On va zoomer dedans et on va voir, voilà, il y a des chaussures, on va voir des bouteilles, des cigarettes entamées, il y a des photos, on voit l'emballage des Polaroid avec la plaquette de pilule, je suppose. On voit ici de la vodka qui est bien entamée d'ailleurs. Bref, on retrouve vraiment la vie de la personne dedans. On voit que le lit est très mal fait, il y a des taches. L'idée ici, c'est vraiment de représenter le réel. Mais il faut quand même faire attention, on ne cherche pas à tromper. On est au courant, le spectateur est au courant dans cette situation-là que c'est faux. Mais on va chercher un fragment du quotidien. Donc on a vu le mimésisme, la vraisemblance, mais il y a aussi la cohérence interne. Et on va voir qu'est-ce que c'est. La cohérence interne, c'est que dans un monde, il va avoir les mêmes règles et que ce monde respecte ses règles. Ici, dans Salvador Dali, la persistance de la mémoire, ici on voit une horloge molle. Mais il n'y a pas que elle qui est molle. Il y a aussi elle et il y a aussi elle. Ici, Salvador respecte ses propres règles. Il a dit que les horloges c'est mou, alors toutes les horloges sont molles. Il en a pas fait juste une. Et ça, c'est la cohérence interne. Alors pour ce cas précis, c'est plus compliqué en peinture, mais c'est très utilisé dans la BD, c'est très utilisé dans les histoires en général. Par exemple, dans Astérix et Obélix, on est dans un monde assez vieux, et si tout d'un coup, il y a un vaisseau spatial avec Jean Lassalle qui débarque, bah ça perd toute sa cohérence. Bref, la cohérence interne, nous, ça va pas beaucoup nous intéresser dans notre situation, mais ça fonctionne très bien pour les BD, pour la littérature, pour les histoires, pour les films. Et enfin, dans les codes de la représentation du réel, il y a l'illusion référentielle. L'illusion référentielle, c'est lorsque l'artiste cherche à faire croire qu'on est face à un morceau du réel. Que ce n'est pas une œuvre, mais que c'est la réalité elle-même. Alors, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a vu précédemment, le mimésiste et la vraisemblance. J'ai pris ici un tableau très connu, les Ménines de Diego Velázquez. Dans cette peinture, on va voir beaucoup de détails. Il va vouloir faire croire que c'est réel, que ça s'est vraiment passé. On voit ici l'artiste qui est en train de peindre la toile, qui se représente en train de peindre la toile. On voit là le reflet du roi et de la reine à travers le miroir. On voit ce qui se passe derrière la porte avec le monsieur qui monte les escaliers. On est face à une scène très détaillée qui cherche à montrer l'envers du décor. Dans une peinture classique, on n'aurait pas du tout montré le peintre, pas du tout montrer le monsieur, pas du tout montrer cette femme-là et lui dans l'ombre. On aurait juste coupé la jeune fille comme ça, un beau portrait, avec peut-être même la servante à côté, mais pas plus. On est là avec l'illusion d'une scène capturée sur le vif. Cette peinture, elle est extrêmement connue, elle est à retenir. Il faut aussi la mettre dans son contexte, hein. 1656, bah c'était pas comme aujourd'hui. Et on a pu théoriser cette peinture-là pour comprendre comment la scène a pu se passer. Et on imagine que dans cette scène, ici on voit le couple royal dans le miroir. Et en fait, ce couple-là serait ici, avec là le peintre avec sa grande toile, avec le miroir là, avec
musique, avec la personne en train de monter les escaliers, et donc le couple serait en train de regarder finalement la scène. Et là, on imagine un gigantesque miroir qui permettrait au peintre de représenter toute la ribambelle de personnes qui est ici. Et ce qui est intéressant avec cette peinture-là, et qui fait que j'en parle aujourd'hui, c'est que là, on a voulu montrer et décortiquer c'était quoi les codes de la représentation du réel. Mais mon but à moi, c'est de ne pas les respecter. Faire un projet en 2 dimensions qui ne respecte pas les codes de la représentation du réel. Et donc, tout ce que j'ai listé là, il faut pas que je le respecte. Il faut que je comprenne qu'est-ce que c'est pour faire l'inverse. Et ce qui est bien avec les Ménines, c'est que c'est un tableau très connu qui a notamment été l'inspiration de Picasso. Picasso, bon, c'est pas non plus un modèle à suivre, mais il a fait quand même des peintures intéressantes et notamment, il aimait bien casser les codes. Picasso, en 1956, on a donc Pablo Picasso qui, en 1957, c'est-à-dire plus de 300 ans après les premières Ménines, vient faire les Ménines d'après Velázquez. Il va faire une série de 45 variations et 58 tableaux tournés autour des Ménines de Velázquez. Il va reprendre la composition, les personnages, les miroirs, les peintres à gauche, et il simplifie, déforme, réinvente. Il vient casser les codes. Et dans notre cas, il vient remettre en question l'illusion référentielle créée par Velázquez. Ce Velázquez, on va croire à une scène réelle, et chez Picasso, on voit que c'est une peinture, une interprétation, une construction artistique. J'ai mis ici quelques exemples. Alors ici, c'est quand même compliqué de retrouver la scène, mais là, on va voir la petite fille, là, on va voir le chien, là, on va voir l'homme qui monte les escaliers, là, on va voir le peintre, qui est très haut d'ailleurs, la tête est ici. Ici, on reconnaît même plus le portrait. Donc ça, c'est une version. Mais après, il en a fait d'autres. Là aussi, là, c'est la fille. Bon, le chien, il est ici, on galère un peu à comprendre. Mais là, il a bien mis en valeur la personne derrière la porte. Là, il y a les 2 autres personnages. Et il vient casser toutes les figures, parfois même faire des zooms, comme là, avec la fille, le chien et les 2 dames. Là, il déforme la perspective avec le chien qui est ici, la fille qui est ici, et là, la porte là. Et il vient même faire des zooms sur les personnages. Là, c'est une peinture que de la fille. D'ailleurs, là, on voit les traces de peinture. Ça s'appelle la touche en peinture. C'est le nom de comment ça s'appelle, les traces de peinture comme ça. Et là, une autre version de cette fille, donc il va venir vraiment la déformer pour chercher quelque chose, pour essayer, tenter. Et là on voit bien la comparaison des deux, on voit cette fille là, qu'est-ce qu'elle est devenue. On voit qu'il a respecté les détails ici de la petite fleur qui est ici, là la fleur ici qui est ici, la robe sur 2 étages, je sais pas comment ça s'appelle, donc là aussi. Bref, il vient décortiquer tout ça et essayer justement de casser ses codes. Et là finalement il a respecté notre problématique de la représentation du réel. Mon intitulé c'est comment faire un projet en 2D qui respecte pas les codes de la représentation du réel. Et là Picasso il respecte totalement ce sujet parce qu'il ne respecte pas les codes de la représentation. Il le représente, on arrive encore à comprendre que là c'est la fille et là c'est le monsieur derrière, mais par contre on peut pas du tout dire que c'est réaliste. Là on comprend bien que cette peinture est fausse, il n'y a aucune volonté de ressembler au réel. Bref, là on vient de décortiquer le sujet. En faisant ça, ça nous a déjà donné des idées, on a pu mieux comprendre comment ça se passe et qu'est-ce que tout ça veut vraiment dire. Et on doit aussi se poser la question de qu'est-ce qu'on priorise dans le sujet. Est-ce que ça va être la 2 dimensions? Il faut absolument faire un truc plat? Est-ce que ça va être les codes de la représentation du réel au sens strict comme on vient de le voir, ou alors au sens un peu plus détaché? Peut-être qu'au lieu de juste représenter le réel, on va remplacer le réel par le fictif. Donc on pourrait imaginer un personnage fictif qui vient explorer le monde réel par exemple. D'ailleurs en disant ça, ça me fait penser que je pourrais très bien relier ça au bonhomme bleu. Un bonhomme bleu c'est quoi? C'est une petite boule bleue avec 2 yeux, qui a de longs bras noirs et des jambes, et qui va pas avoir de bouche, et qui va venir explorer la nature, son monde, en montant sur des fleurs, etc. Donc en soi, dans le concept même des bonhommes bleus, on casse déjà la représentation du réel. Donc on vient mettre quelque chose qui est fictif dans quelque chose qui est réel, donc dans notre monde. Ou alors une autre façon de voir ce sujet, ça va être aussi de ne pas représenter quelque chose. Ici c'est l'idée de faire référence. Alors on pourrait se demander, est-ce que c'est possible de ne faire référence à rien, ne rien représenter? Alors on peut penser à l'abstrait, ici c'est une peinture abstraite, mais là dans cette situation là, c'est pas si abstrait que ça, parce que ça fait quand même référence à des cercles. Et les cercles, jusqu'à preuve du contraire, ça existe. On va le retrouver dans la nature sous plein de façons différentes, dans une bûche de bois, dans une orange, dans des jeux, dans le pollen, dans une bulle de savon, dans les planètes, bref. On ne peut pas dire que les cercles, ça ne fait référence à rien. Ici, il y a clairement une référence à plein de choses. Est-ce qu'on a un exemple précis? D'ailleurs, on pourrait se demander, est-ce que faire référence à quelque chose, est-ce que ça sous-entend le fait qu'il faut qu'on comprenne directement à quoi ça fait référence? Parce que dans cette situation-là, les dessins d'enfants, je suis désolé, c'est compliqué de voir le soleil avec un sourire. Moi, franchement, j'ai jamais vu ça. Pourtant, ici, le dessin fait bien référence à des personnes. Donc, quelle est vraiment la définition de tout ça? C'est un peu une question de point de vue. Je suis désolé, on peut pas dire qu'elle ne fait référence à rien. Alors, on peut tester une autre peinture. Celle-là, c'est une peinture abstraite. Donc, globalement, je vois pas trop de références directes. Bah, c'est juste des traces de peinture, quoi. Mais est-ce qu'on peut tout autant dire que ça ne fait référence à rien?
est-ce qu'on peut dire que ça ne représente rien? Bah bonne question, parce que va sortir cette peinture dans la rue, il y a des gens qui vont te dire que là il y a des immeubles. Donc tout ça c'est une question compliquée. Est-ce qu'on peut représenter le rien? Est-ce que le rien existe? Si on part dans cette logique, on peut aussi parler de Fontana avec son carré blanc sur fond blanc, mais est-ce que c'est pour autant que ça ne fait référence à rien? Bah je ne sais pas, je suis pas certain. Est-ce que le rien est représentable? Est-ce que le rien est représentable? Ah bonne question, c'est quelque chose à rechercher, à creuser. Bref, je vais m'arrêter là parce que là on part beaucoup trop loin, mais je pense que tu as compris quel est l'exercice de tout ça. C'est pouvoir pousser la créativité et chercher différents angles possibles. D'où l'importance d'ailleurs d'avoir un sujet, parce qu'on n'aurait pas de sujet, bah en fait on partirait que dans une voie qui nous arrange et on rechercherait pas plus loin. Que étant donné qu'on est limité à ce sujet-là, on va venir chercher toutes les voies possibles autour. Ici, on a fini l'étape 1. Si tu veux voir la suite de la vidéo, je t'invite à cliquer dans le lien en description, c'est à partir de 3 minutes 7.